Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve sur Europe 1 avec Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie, avec Jean-Claude Dacier et Louis de Ragnel d'Europe 1. On va écouter Vladimir Poutine. Il a répondu aujourd'hui aux sanctions économiques qui frappent son pays parce que l'Allemagne a aussi annoncé vouloir prendre le contrôle temporaire d'une filiale du géant gazier Gazprom afin d'assurer la pérennité des approvisionnements en gaz. Et ça n'a pas du tout plié Vladimir Poutine. Écoutez-le. La situation russe dans le domaine énergétique s'aggrave à cause de mesures grossières qui ne sont pas liées au marché, notamment la pression administrative sur nos sociétés dans plusieurs pays européens. La nationalisation des actifs russes est une arme à double tranchant. C'est-à-dire, Sylvie Bermann, qu'il menace de représailles, là. Si on nationalise Gazprom, une partie de Gazprom en Allemagne, là, il va faire quoi ? Alors, il avait déjà menacé de nationaliser les entreprises occidentales qui partaient. Et je me souviens qu'un des oligarques, Potanin, a dit de faire très attention, parce que c'était un retour à 1917. Mais là, il se trouverait dans une autre situation, puisque ça serait en fait des représailles, c'est-à-dire une décision prise par un membre de l'Union européenne et qui l'autoriserait à faire la même chose. Et souvent, les Russes, quand il y a des sanctions, je ne sais pas si on va parler d'expulsion des ambassadeurs, en général, prennent des mesures de rétorsion en miroir, comme ils disent, c'est le terme employé en Russie. C'est-à-dire là, il y a à peu près 150 diplomates qui ont été européens, qui ont été expulsés. On aura 150 diplomates. Il y aura le même nombre. Voilà. Et même généralement, parce que moi j'ai été convoquée pour des expulsions en 2018, c'est exactement les mêmes fonctions. Sauf que les Russes sont beaucoup plus nombreux dans les ambassades à l'étranger que les Occidentaux dans les ambassades. Il n'y a pas que des diplomates. Que ce ne sont pas des diplomates, c'est l'héritage du KGB. Donc nous, on expulse souvent des espions et eux, ils expulsent des diplomates. Et s'il y en a 35 à l'ambassade de France, ça fera très mal. Ça fait toute l'ambassade de France ? Ça fait plus de la moitié du personnel à statut diplomatique de l'ambassade de France. Et ça dépend à quel niveau ils mettent la réponse. C'est-à-dire qu'on n'a plus de capteurs en Russie, c'est ce que vous nous dites après. Il y aura beaucoup moins de capteurs en Russie, effectivement. Enfin, cela dit, comme aujourd'hui, c'est quand même la télévision d'État qui est dominante et que je pense que l'ambassade aujourd'hui a plus de mal à voir des personnalités de la presse qui ont été obligées de fermer et qui doivent être quand même un peu surveillées dans leur contact avec les étrangers. Louis de Ragnel, sur les représailles que Moscou pourrait décider dans les prochains jours. Alors, on a du mal à imaginer. Après, tout est possible. Ils peuvent effectivement expulser ce qu'ils appellent des espions français, alors qu'en réalité, vous avez raison, eux souvent ciblent la tête de l'ambassade, donc avec des vrais membres du corps diplomatique. Là où nous, quand on regarde un peu, alors j'ai pas eu la liste, le profil des 35 là, qui vont être expulsés, qui ont 14 jours donc pour quitter le pays, mais globalement, ce sont essentiellement des agents du GRU qui est le service de renseignement militaire russe, et quelques agents du FSB, donc l'héritier du KGB. Il faut quand même savoir que la Russie, c'est un des pays dont les services de renseignement sont les plus présents sur le territoire français. Les estimations qu'on a, avec des sources à la DGSI, vous savez, le contre-espionnage est précisément chargé de surveiller ces agents sur le territoire. Il y a une estimation qui tourne entre 200 et 250 agents de renseignement russes sur le territoire français. C'est énorme. C'est sans doute le pays qui en a le plus sur le territoire français. Et donc, d'ailleurs, ça demande un travail considérable parce qu'il faut imaginer que les agents du contre-espionnage français donc, sont obligés de suivre en permanence tous ces agents. C'est 250, voilà. Le jeu du chat et de la souris avec des gens qui, leur mission en fait en France, elles sont assez simples. Il y a deux types de missions. La première, c'est de surveiller, faire du renseignement classique, donc politique, militaire, industriel, sur aussi tout notre appareil de recherche, les entreprises stratégiques, tous nos actifs. Et le deuxième volet, et ça c'est plus la mission du GRU, donc le renseignement militaire, qui est le service qui a assassiné Sergueï Skripal en 2018 en Angleterre. Et donc pour le coup, c'est un service assez dur, c'est avec une sorte de service action comme on l'a chez nous, mais voilà. Et donc juste
juste pour terminer là-dessus, eux, leur mission aussi, c'est la deuxième mission, c'est de surveiller la communauté russe, les ressortissants russes sur le territoire français. Absolument. Et donc, ils sont qui habitent principalement en région parisienne, sur la côte basque et dans la région niçoise, pour schématiser. Jean-Claude Dacier. Ils vont se sentir un peu seuls dans cette ambassade qui est tellement soviétique. Elle est magnifique, elle est gigantesque, elle est au bord du bois de Boulogne. Ils vont se sentir un petit peu seuls. Je ne sais pas combien de personnel il y avait au total, mais déjà s'il y a un peu moins d'espions, ils sont très nombreux. Plus mal. Ils sont très nombreux parce qu'ils émettent gigantesque. Beaucoup de passeports diplomatiques. Mais bon, c'est sûrement ennuyeux et pour la situation qui va se passer à l'ambassade de France et l'ambassade de Russie, mais ça ne me paraît pas, je me trompe sans doute, mais ça ne me paraît pas déterminant. Moi, je surveille le pétrole et le gaz, et même les activités françaises très importantes en Russie. Tant qu'on ne touche pas, ou qu'on ne peut pas toucher, parce que l'Allemagne, dépendant à 50% minimum des besoins de gaz russe, je ne vois pas comment on peut bouger. Il y en a pour 200 milliards par an. Il y a 140 milliards de pétrole et 40 ou 45 milliards de gaz. C'est énorme. Tant qu'on ne touche pas à ça, ça veut dire qu'on se tient tous les deux par la barbichette, l'Europe et la Russie, et que l'irrémédiable n'est pas commis. Mais ça arrivera, l'enjeu, ça arrivera peut-être. C'est un peu la graduation. Oui, j'ai bien compris. De la menace. Et faut libérer l'Allemagne de sa dépendance, mais ça va demander du temps. Vous étiez convoqué, comment ça se passait quand vous étiez ambassadrice à Moscou. Comment ça se passe un entretien quand on est convoqué? Non, mais la question que oui, mais bien sûr, je vais vous répondre. C'était à la suite de la tentative d'assassinat de Skripal et de sa fille. Donc, par solidarité avec le Royaume-Uni, les États-Unis et les pays, certains pays européens ont décidé d'expulser des Russes qui étaient déjà des espions. Donc c'était 4 dans ce cas-là. Donc j'ai été convoquée par le directeur général des affaires européennes qui m'a donné une liste de gens qui avaient des activités contraires à leur statut diplomatique. Et puis voilà, ça a duré presque quelques secondes. J'ai évidemment protesté. Et puis ensuite, j'ai appelé. Bien sûr que non. Mais d'abord l'entretien est courtois ou c'est brutal? Oui, parce que je le connaissais. Des gens que vous connaissez en plus. Non, mais je le connaissais, donc ils étaient un peu gênés. Mais en réalité, ce sont les messagers, les décideurs, c'est le FSB, c'est pas le ministère des Affaires étrangères. Donc voilà, et il remet la note et l'expulsion est sous 8 jours, ce qui est très compliqué pour les agents qui ont des enfants à l'école, qui ont des loyers, etc. Et ensuite, vous pouvez renommer des nouveaux conseillers qui ne sont pas les mêmes à l'ambassade? Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils sont déclarés persona non grata, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais revenir en Russie. Et en général, on cible des experts de la Russie qui ont appris le russe. Et donc, c'est très difficile. Après, oui, on peut effectivement les remplacer, mais ça prend du temps puisque les Russes, par symétrie, exigent également un remplacement. Or, ceux qu'on a expulsés, c'est ceux qui sont des espions et on n'a pas envie d'en voir arriver. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai affaiblissement des relations diplomatiques qui peut avoir des conséquences? Alors, c'est un véritable affaiblissement des relations diplomatiques. Medvedev, l'ancien Premier ministre, qui était plutôt pro-occidental, a dit finalement, on n'a pas besoin de toutes ces ambassades occidentales, on économiserait d'un côté comme de l'autre à les fermer, et la Russie n'a pas besoin de relations avec l'Occident. Donc c'est quand même très grave. C'est grave, mais néanmoins, ce n'est pas couper le gaz russe. Et là, quand on voit le niveau de sanctions, on parle de pétrole, on parle de charbon, mais jamais on ne parle de couper le gaz, parce que ça, c'est impossible à faire aujourd'hui, Sylvie Bermann. C'est impossible, c'est ce qui a été dit, en raison de la situation de l'Allemagne. Elle a fermé ses centrales nucléaires et finalement, c'est le charbon ou le gaz. Donc, elle n'a pas le choix. Pour le pétrole et pour le charbon, c'est relativement facile. C'est vrai que la France est dans une meilleure position que d'autres pays grâce au nucléaire. Mais pour l'Allemagne, ils ont clairement dit non. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une émotion parce que ce qui se passe en Ukraine est horrible. Mais dans quelques mois, on risque, dans certains pays, d'avoir des gens dans la rue qui auront oublié que c'était eux-mêmes qui avaient demandé
sanctions très dures contre Moscou. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre l'aboutissement de votre raisonnement, c'est un peu l'échec aussi de l'Europe politique. Parce que pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sanctionner Vladimir Poutine précisément sur le gaz? C'est parce qu'il n'y a pas d'unanimité des 27. Et on en revient toujours au même endroit, au même point. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué à 27 de prendre des décisions communes. Il y a eu un sursaut il y a quelques semaines où certains observateurs ont cru voir la renaissance de l'Europe politique qui n'avait jamais existé réellement avant. Mais voilà, on retourne à la réalité du monde tel qu'il est et pas tel qu'il devrait être. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Et donc, l'Europe politique, encore une fois, les déclarations du Premier ministre, c'est ça, polonais qui s'est lancé dans une agression de Macron très spectaculaire. Moi, je pense, faut me tromper, je prends mes risques. Souvenir du contexte, les Polonais, la relation entre la Pologne et la Russie. Oui, mais néanmoins, ils sont européens, me semble-t-il, quand même. Bien sûr. Bon, très bien. C'est un pays qui a été. Moi, je pense ils accueillent plus de 2 millions de réfugiés. Avec le débat qui nous occupe, pas le débat, le constat qui nous occupe depuis maintenant 48 heures et qui va sans doute continuer avec les massacres, sans doute commis à Boutcha, pardon. Je pense que Emmanuel Macron, même en tant que président de l'Europe, aura du mal à l'heure actuelle à retéléphoner à Poutine. Je pense il doit l'appeler dans la journée. Il est pour le moment, on verra, et je peux me tromper, il est pour le moment relativement infréquentable parce que les gens comprendraient pas très bien. S'il avait obtenu un début de quelque chose, Macron, il faudrait l'encourager. Mais je pense que l'autre est sourd, momentanément aveugle en tout cas, et que pour le moment, la situation de l'Europe n'arrive à rien. Les plaintes, les récriminations européennes, hélas, ne donnent rien. Une toute petite pause. On se retrouve tous les trois dans un instant. On parlera justement de l'Union européenne et d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. On parle d'un voyage d'Ursula von der Leyen à Kiev. À tout de suite.